Bonjour, Monsieur Han. Notre invité spécial pour aujourd'hui, c'est Monsieur Jean-Pierre Han, critique de théâtre, chercheur, homme de théâtre, on peut dire, qui est venu de France, en Bulgarie, en Varna, et soyez bienvenue. Merci. Donc, vous faites partie de l'association des critiques de théâtre international. Vous êtes membre très bien connu de cette association dans le monde du théâtre et vous voyagez beaucoup. Vous avez énormément d'expérience en tant que spectateur, en tant que critique de théâtre. Et je vous remercie que vous nous donnez la possibilité d'échanger nos pensées et d'écouter vos réflexions sur l'état, sur les voies du théâtre contemporain. Pas seulement en Europe, mais peut-être dans le monde. Dans le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plutôt unifiant, oui. les spectacles, les voies théâtrales d'aujourd'hui, au niveau plus global? Tout à fait. Mais avant de vous répondre, je voudrais quand même ajouter une petite précision, parce que nous sommes en 2023. C'est-à-dire un moment très particulier après la pandémie, où tout s'est arrêté et tous les échanges de pays à pays, les échanges théâtraux, se sont arrêtés. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation très particulière. Cela dit, bien évidemment, on peut quand même tirer des enseignements des années précédentes, mais peut-être que tout cela est en train de changer. Maintenant, pour répondre directement à votre question, je vais vous répondre d'une manière un peu paradoxale. C'est-à-dire que d'une part, si vous voulez, effectivement, il y a des points communs très forts entre différents pays, et notamment d'ailleurs entre pays européens. Ça me paraît parfaitement clair. Il y a des échanges et puis il y a des points communs. Mais dans le même temps, il y a je dirais, des régions de la planète avec lesquelles nous avons très peu d'échanges. C'est ça qui est assez paradoxal. Donc à la fois, effectivement, il y a des points communs, puis à la fois, il n'y a pas de points communs. Vous voyez, ce sont les deux choses à la fois qui surgissent aujourd'hui. Concernant les points communs, effectivement, il y a quelque chose entre pays européens qui est très fort. Il y a des relations très fortes. Si je prends l'exemple, bien évidemment, puisque je viens de France, si je prends l'exemple de la France, c'est vrai que désormais dans les programmations théâtrales qu'il y a à Paris ou dans les autres régions de France, il y a beaucoup de spectacles qui viennent d'ailleurs, qui font partie de la programmation tout à fait, je dirais, tout à fait courante. Donc nous avons quand même il y a un échange et nous avons une véritable vision de ce qui se passe par ailleurs. En même temps, je dirais que ce sont toujours à peu près les mêmes grands spectacles qui sont programmés, je dirais forcément, mais je dirais, bon, ce sont les grands noms qui apparaissent, mais c'est vrai que pour des compagnies, je dirais, plus humbles, la relation est beaucoup plus difficile. Pour revenir sur ce que fait la France, il n'est qu'à noter une seule chose, par exemple, c'est que depuis cette année, le Festival d'Avignon a un nouveau directeur, et ce nouveau directeur n'est pas français, il est portugais. Donc voilà, il y a une sorte d'ouverture, et bien évidemment, dans la programmation qu'il propose, il y aura des spectacles qui viennent d'un peu partout, de tous les pays. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très fort et très marqué dans notre manière de fonctionner. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des attitudes spirituelles communes entre les spectacles qui sont produits en France
les spectacles qui arrivent. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un esprit du temps qui est présenté à travers le plateau, à travers la scène, à travers les comédiens, à travers les écritures contemporaines? Tout à fait, il y a des points communs très très forts. Alors déjà au niveau des thématiques, je dirais, et sont apparues ces derniers temps des thématiques très fortes concernant justement notre place dans le monde. C'est-à-dire que nous avons un regard, je dirais quasiment un regard politique d'ailleurs, sur les affaires du monde. Donc ça c'est quelque chose qui est constant. En même temps, d'un point de vue esthétique, effectivement, je pense que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Et on s'émerveille toujours en France, d'ailleurs, au niveau du jeu des comédiens, on s'émerveille toujours de la qualité de jeu qu'il peut y avoir par exemple, chez les Polonais, chez Warlikowski, ou les comédiens allemands, par exemple. À chaque fois qu'on les voit en France, et parfois d'ailleurs ils jouent dans des productions françaises, il y a un mélange qui s'opère. On est toujours très émerveillé par la qualité de travail de tous ces comédiens, ce qui est à peu près normal, je dirais, dans la mesure où on sait très bien que les écoles de théâtre dans tous ces pays-là, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Pologne, que ce soit d'autres pays, la qualité, il y a une qualité réelle que l'on ressent et dont on perçoit, je dirais, les conséquences. Il y a une qualité réelle qui est là et qui nous émerveille à chaque fois. Là aussi, paradoxalement, que les faiblesses, ce sont des faiblesses qui proviennent des points forts. Oui. C'est-à-dire que, effectivement, le théâtre, ces derniers temps surtout, entend parler du monde, avoir un regard sur le monde et un regard politique souvent. Et c'est là où peut apparaître un certain nombre de faiblesses, parce qu'il y a des spectacles qui se prétendent totalement politiques, et donc on en arrive à des sortes de, je dirais, de schématisme dans les productions. Et donc la faiblesse, elle est là, à ce niveau-là. Oui, comment surmonter des stéréotypes. Voilà, exactement. Parce qu'il y a cette volonté, il y a cette volonté absolue de vouloir parler du monde d'aujourd'hui et de vouloir quelque part aussi faire du théâtre politique, comme on dit. Or, le sujet n'est pas aussi évident que ça, que de faire du théâtre politique. Ça peut tomber vraiment parfois dans la caricature, ça peut ne pas marcher. Et donc la faiblesse, elle est peut-être là. Alors par rapport à ça, d'ailleurs, il y a peut-être deux axes qui pourraient apparaître. Donc la volonté, effectivement, de parler des affaires du monde, et puis en même temps, cette volonté de continuer à vouloir opérer sur ce qui est de l'ordre de l'intime. C'est-à-dire toujours les histoires de couple, par exemple. D'ailleurs, il y a un exemple très précis qui provient de Thiago Rodriguez, justement, donc le nouveau directeur du Festival d'Avignon. Il a présenté dernièrement en France un spectacle sur comment tuer les fascistes. Spectacle éminemment politique. Dans le même temps, au même moment, il présentait un spectacle qui était une histoire de couple. Sur le plateau, il y avait un homme et une femme, et voilà. Donc vous voyez, lui-même, au sein même de son propre travail, donc il allait vers un théâtre intime, et puis il allait aussi, bien évidemment, du côté d'un théâtre totalement politique. Et ces deux aspects-là, on les retrouve évidemment dans l'ensemble des productions que nous pouvons avoir ici et là. Ouh là là. Quelle est sa spécificité actuelle? Bien, le théâtre français fonctionne exactement sur les mêmes thématiques, mais ces thématiques sont de plus en plus, je veux dire, présentes. C'est-à-dire que maintenant, dans pratiquement tous les théâtres, il est question effectivement du politique, il est question un peu de l'intime, mais ce sont aussi tous les thèmes
je dirais, à la mode, il faudrait expliquer ce terme, mais ce sont tous les thèmes qui sont au cœur même de notre civilisation qui apparaissent. Il y a l'histoire de l'écologie, l'histoire du féminisme. Tous ces thèmes-là, maintenant, apparaissent effectivement dans le théâtre français, de manière très, très, très forte. On a encore une idée, peut-être c'est une fausse idée, peut-être c'est une cliché, mais vous allez me dire, mais quand même on a dans nos perceptions l'idée que le comédien français a une attention hyper pointue, si on peut dire comme ça, envers le texte, envers le travail de la voix, envers la qualité du côté littéraire, du côté textuel au théâtre. Est-ce que c'est ça ou ça a changé ou ça s'est enrichi? Je crois que ça a beaucoup changé. Et c'est au fond ce dont vous parlez, c'est de la question du texte et de la place du texte dans le processus théâtral. Alors c'est vrai que ces derniers temps, beaucoup de metteurs en scène se sont éloignés du travail sur le texte. Et sont apparus des spectacles dans lesquels le texte, c'est une sorte d'écriture collective faite par tous les comédiens et à partir d'improvisation. D'ailleurs, il y a, je dirais, un certain nombre de discussions au sein même des théâtres pour savoir quelle est aujourd'hui la place du texte. Eux-mêmes, d'ailleurs, les auteurs dramatiques, parfois écrivent des textes dont on ne sait pas trop si ce sont des textes théâtraux, d'ailleurs. C'est très curieux. Par exemple, il y a des maisons d'édition, il n'y en a pas beaucoup en France, qui sont des maisons d'édition qui éditent des textes de théâtre. Et ben dans 3 de ces grandes maisons, ils ont créé une collection où des auteurs de théâtre écrivent des textes, mais ce sont des textes qu'on ne peut pas qualifier des textes de théâtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue, et donc c'est une sorte comme ça d'expérimentation. Voilà, oui, c'est complètement hors champ, et c'est très curieux que ces maisons d'édition aient décidé de créer des secteurs dans lesquels on ne peut pas dire que c'est du théâtre, mais c'est écrit par des auteurs de théâtre. Oui. Il y a à l'heure actuelle une très très grande discussion à ce sujet. Concernant le travail des comédiens, c'est vrai que le travail sur le texte, nous n'avons plus à l'heure actuelle le travail qui était fait autrefois, par exemple sur la déclamation, sur la manière de dire les verbes, de dire les vers. Voilà. Ça, c'est assez curieux, et on se retrouve du coup dans des productions dans lesquelles les comédiens essaient d'ailleurs de jouer je dirais, le plus naturellement possible, de faire comme dans la vie. Voilà. Et là, il n'est plus question donc de profération ni de quoi que ce soit. Et ça se retrouve d'ailleurs dans un certain nombre de compagnies d'ailleurs qui ont le label de collectif. Voilà. Oui. Tout ce petit monde-là travaille en collectivité, les comédiens se mettent eux-mêmes en scène, et surtout alors ce qui apparaît, c'est la volonté de faire sur le plateau comme s'il n'était pas sur un plateau, de faire comme dans la vie, de manière très très réaliste. D'éviter la distance voilà. Et de faire une sorte de conversation. Voilà, une sorte de conversation. D'ailleurs, il y a beaucoup de spectacles comme ça, de jeunes compagnies, de jeunes collectifs, où les comédiens arrivent sur le plateau habillés comme ils sont habillés dans la ville. Ils sont en général autour d'une table, ils discutent en disant qu'est-ce qu'on va faire. Et puis à un moment donné, ils se disent bon, tiens, il y a un livre sur la table, on va peut-être jouer avec ça, et c'est tout. Si je peux dire, une sorte de démonstration de la négligence du côté purement théâtral. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que oui. Et faire au public savoir que ça peut exister comme ça. C'est la volonté de montrer une anti-théâtralité. Justement. Voilà.
Parce que moi, je trouve qu'il y a énormément des exemples, des spectacles qui mélangent les genres, mélangent les expressions. Quelles sont vos idées sur ça? Est-ce que c'est vrai ou comment ça marche? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? C'est une bonne question, mais c'est vrai. Alors, quand je parlais du texte, alors il n'y a plus de texte. On est soi-disant dans une sorte d'improvisation. Oui. Voilà. Et effectivement, il y a un véritable mélange des genres. Oui. Je vais vous donner un exemple plus précis. Là, je viens de recevoir le catalogue de la programmation du prochain Festival d'Avignon. Et autrefois, bon, on présente chaque spectacle et ils mettent théâtre ou bien danse ou bien musique. Pour la première fois, il n'y a plus aucune mention. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on est dans un spectacle de danse ou de théâtre, ou des deux mélangés à la fois. On ne sait pas si c'est une performance ou si c'est un théâtre musical. Il n'y a plus aucune dénomination. Et ça, c'est intéressant parce que, bon, voilà, on ne sait plus. Et c'est vrai qu'au théâtre, désormais, effectivement, nous sommes devant des productions qui mélangent énormément tous les genres. Et puis il y a un genre, alors là, qui est vraiment très prédominant, en France en tout cas, c'est la vidéo et le cinéma. Là, je viens de voir un spectacle avant de venir à Varna, dans lequel vous allez souffrir. Il y a un acte qui se passe dans une maison et où il y a une réception, il y a des gens qui dînent ensemble. On ne voit rien parce qu'il y a un mur, on nous présente le mur. Donc vous ne voyez rien. Peut-être selon la conversation. Non. Il y a quelqu'un qui suit les comédiens qui sont derrière le mur et qui filme. Et donc on a un grand écran et on voit tout au cinéma, en film. Et c'est devenu quelque chose d'extrêmement courant maintenant, parce que c'est quelque chose à la mode. Bon, à l'époque, c'était Castorf qui avait commencé, il n'avait pas commencé, mais il avait poursuivi, il avait fait d'ailleurs de manière tout à fait remarquable, où il y avait des caméramans qui suivaient les comédiens, qui les filmaient, mais là c'est devenu presque, je dirais, presque caricatural. Vous voyez, puisque là, effectivement, dans le spectacle que j'ai vu, on ne voit rien. Comment vous trouvez ça est-ce que c'est une voie qui va avoir une perspective ou c'est plutôt une sorte de mode de quelque chose qui est actuel aujourd'hui, mais qui va se dépasser peut-être? Je ne peux pas vous répondre de manière catégorique. Quand cette chose-là, c'est le cas chez Castorf, puisque je citais son exemple, quand c'est maîtrisé à ce point et que ça entre dans la réflexion par rapport à l'ensemble du spectacle, évidemment, je ne peux qu'être d'accord. En revanche, dans le spectacle que je viens de voir, je sors furieux de là parce que je me dis, il n'y a absolument pas eu de théâtre. Est-ce que vraiment la critique théâtrale actuelle, contemporaine, est-ce qu'elle peut contribuer? Est-ce qu'elle peut aider? Un peu entre guillemets, bien sûr, mais est-ce qu'elle a sa place dans le processus? Ça a toujours été la question, quelle est la place de la critique, du critique dans le processus de création théâtrale? Aujourd'hui, bien alors, sûr. Il y a deux choses, là, tout à l'heure en venant, on discutait du spectacle Orphée, que j'ai découvert, je ne connaissais pas le metteur en scène, pour moi ça a été une véritable révélation. Moi c'est simple, je retourne sur Paris en France, immédiatement je vais parler de ce spectacle au directeur d'un festival que je connais très bien, avec qui je travaille parfois, pour qu'il vienne voir et qu'un contact soit établi. Et donc là, à ce niveau-là, je trouve qu'il y a effectivement un travail du critique qui me paraît très très important pour signaler justement telle ou telle chose, tel ou tel spectacle, tel ou tel metteur en scène, tel ou tel comédien. Ça me paraît essentiel et c'est un rôle que personnellement j'aime beaucoup tenir.
il y a une grande confusion qui est en train de s'opérer. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui utilisent Internet et qui tiennent des blogs ne sont absolument pas compétents. Et tout et rien apparaît sur les écrans, est écrit. Donc c'est un gros problème. Et ça pose une autre question, mais une question qui s'est posée tout le temps, notamment en France et justement dans d'autres pays comme justement la Bulgarie, il y avait la Russie à l'époque, c'est la question de la formation des critiques. En France, malheureusement, il n'existe pas de formation. Et moi, je trouve que la place de la critique de théâtre d'aujourd'hui est assez réduite. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Mais ça tient, je dirais, à l'évolution de la presse. Dans les journaux, on accorde de moins en moins de place aux critiques. Pourquoi c'est pas du tout attractif? C'est pas ça, c'est que, comment dire, le théâtre, je parle de la France là, en tout cas, hein, mais en tout cas le théâtre ne fait plus partie finalement de la vie quotidienne et culturelle. C'est quelque chose qui est complètement à part, qui n'a pas d'importance. Dans un journal généraliste, disons Le Figaro par exemple, un journaliste écrit un article politique par exemple, il y a des protestations des lecteurs voilà, qui ne sont pas d'accord. Dès le lendemain, il y a le rédacteur en chef ou un chef de service qui répond sur... quand il s'agit de théâtre, il n'y a absolument aucune réponse. Bon, il y a des polémiques, mais on les laisse faire. Ça veut dire qu'au sein même des rédactions, c'est vrai que le théâtre n'est pas considéré. Donc, alors, ça a un avantage, c'est qu'on peut écrire à peu près n'importe quoi. Avantage paradoxal. Sans que ça pose problème auprès de quiconque. Mais c'est quand même un peu désolant. Et c'est vrai que la place consacrée au théâtre est vraiment réduite de plus en plus. Comment on peut motiver les jeunes de s'engager et faire de la critique, de s'intéresser, écrire, comprendre, analyser un fait théâtral, un spectacle, faire savoir que ça existe? Comment vous essayez de motiver les jeunes critiques, de rester dans le métier, de continuer? C'est très curieux parce que dans l'esprit des jeunes encore, la critique, ils voient la critique comme elle existait au XIXe siècle. C'est très curieux et puis il y a une sorte comme ça d'aura autour de ce métier, si tant est que c'est un métier. J'étais très surpris quand j'ai commencé à faire les cours à la Sorbonne sur la critique. J'ai eu énormément d'étudiants qui se sont inscrits, 2 fois plus que dans tous les autres cours. Et tout simplement parce que tous ces jeunes gens avaient une idée de la critique sans savoir du tout ce que c'était. Et voilà, alors ils avaient en tête une image de la critique d'autrefois, et donc ça les interpellait, ils venaient voir. Bon, après, il y en a qui partaient parce que quand ils voyaient ce que c'était et comment on travaillait, bon, ça ne les intéressait plus. Mais au départ, il y avait vraiment cette curiosité. Spontanée. Voilà, oui. Que tous ces jeunes gens, j'enseignais à la Sorbonne dans un institut de théâtre, hein, donc c'était des gens qui connaissaient le théâtre, enfin qui fréquentaient le théâtre, qui en faisaient parfois, mais tous ces jeunes gens, c'était en licence et en master, ne lisaient pas les critiques. C'est pour ça que je tiens beaucoup au stage pour jeunes critiques. Bon, il y en a eu un ici qui a été organisé, j'en suis vraiment ravi. Et j'en remercie les responsables. Mais là, en revanche, bon, ce sont déjà de tout jeunes professionnels qui écrivent et qui travaillent déjà dans le milieu de la critique. Donc, est-ce que le théâtre est différent, le théâtre d'aujourd'hui? De quoi est-il différent? S'il est différent, bien sûr, du théâtre qui existait 20 ans avant, 30 ans avant. Le changement, je le vois tous les jours quand je vois les spectacles d'aujourd'hui. Parce que je trouve qu'il y a effectivement un changement radical. Alors,
des fois je me dis, bon, c'est un effet de l'âge, de changement de génération, ça a peut-être changé. Mais là, je trouve vraiment qu'il y a une coupure entre le théâtre d'aujourd'hui et tout ce qu'on pouvait voir avant. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a déjà la question du théâtre d'autrefois, si je puis dire, avec la question des textes. Là, c'est quelque chose qui est complètement terminé. C'est-à-dire le texte est toujours présent, mais d'une autre manière. Il y a un changement de forme qui est tout à fait extraordinaire aussi. Et je trouve, chaque fois que je réfléchis à ça, je suis un peu étonné. Je trouve qu'il y a vraiment une radicalité, un changement radical qui s'est opéré. Oui. Et là, on est passé à un autre siècle, vraiment. Et au niveau des grandes figures, de grandes personnes de théâtre, avant, il existait vraiment des metteurs en scène remarquables, avec une influence, on peut dire, mondiale. C'est vrai, mais c'est la notion même de metteur en scène qui a changé. Oui. D'où, d'ailleurs, cette mode qu'il y a eu, c'est en train de passer un peu, d'écriture et de travail collectif. Oui. Vous voyez ? Alors c'est vrai qu'il y a eu une coupure entre chaque génération, ça existait de tout temps, Oui. mais je pense que là, la coupure, elle est vraiment radicale, je trouve. J'observe très attentivement, bien sûr, parce que ça m'intéresse au plus haut point, mais je suis incapable de vous dire vers quoi ça va aller. Alors, par exemple, le changement de forme, le changement des fonctions même au sein du spectacle, et c'est plus du théâtre, on est dans la notion de spectacle, et de spectacle peut-être total ou pas total. Il y a quelque chose là qui est en train de changer, avec aussi les nouvelles technologies, hein, bien sûr. Justement. Alors bientôt, je ne sais pas, bientôt on n'aura plus de comédiens, mais sur le plateau, je souris parce que là, dans la revue que je dirige, je vais publier, mais pour m'amuser, un texte d'un auteur qui a interrogé ChatGPT en lui disant je voudrais écrire une pièce, voilà de quoi je voudrais qu'on parle. Et l'intelligence artificielle répond et fait des propositions. Et je publie ça, mais moi, je trouve ça très drôle parce que c'est ce que donne l'intelligence artificielle en réponse à cet auteur de théâtre, ça donne des scènes mais hallucinantes de banalité, de médiocrité. Oui. Donc les pièces bien faites par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Oui, voilà. Oui. Oui, ce que je voulais ajouter par rapport au théâtre dans le monde et dans les relations qu'il pouvait y avoir entre les différents pays, j'étais très très surpris en voyageant en dehors de l'Europe cette fois-ci, notamment en Asie ou ailleurs. J'étais très surpris de voir qu'il y avait à peu près les mêmes. Il y avait des festivals, et c'était les festivals qui étaient faits exactement sur le même modèle que les festivals auxquels nous participons en Europe. Je me souviens, la première fois que j'étais à Pékin, je suis tombé sur un festival. Et c'était comme le festival d'automne à Paris. Et c'était à peu près la même programmation, c'est surtout ça. Et notamment, à l'époque, je me souviens, il y avait un metteur en scène allemand, c'était Thalheimer, il s'appelle, que vous connaissez bien sûr. Il était programmé. J'étais absolument... On va à Pékin pour regarder. Oui, j'étais absolument ahuri de voir ça à Pékin, du Liban, parce que là, Rami Mroué était programmé. On a vu un spectacle extraordinaire. C'est extraordinaire. Simplement, tout le monde parle de lui. Dès qu'on parle du Liban, on parle de Rami Mroué, de toute façon, ce qui est tout à fait légitime. Mais malheureusement, on ne va pas chercher ailleurs. Moi, j'étais là-bas au Liban, je travaillais avec des Libanais et tout ça. Il y a énormément d'artistes qui ont, je dirais pas pas forcément la qualité de Rami Mroué, mais qui sont d'une qualité extraordinaire. Mais les gens, enfin les Occidentaux qui vont là-bas, ne vont pas les chercher. On reste toujours axé sur un ou deux noms. Deux cas, oui. Et on oublie tout le reste. Et ça, je trouve ça vraiment très, très dommage. Parce qu'au fond,
il y en a 3, 4, peut-être pas plus, mais des rabbis Mouroué, il y en a 3, 4, 5. Ça, c'est le rôle du critique, Informer, effectivement, réfléchir, d'aller à la présenter recherche de ça. et donner une idée sur des expériences Et dans ce qui sont sens, mal connues. oui, le rôle du critique au sein de la création théâtrale, il est très très important parce que c'est lui qui peut mettre, enfin qui essaie de mettre en tout cas, en relation les uns avec les autres. Oui, justement. Là, je vous reparlais, pardon de reparler de ça, mais là, pour le metteur en scène d'Orpheus, je vais en parler. Non seulement je vais en parler, mais j'ai beaucoup insisté. Justement. Voilà, oui. et je Il mérite. trouverais plus que légitime que ce spectacle et les autres d'ailleurs de sa production puissent être dans un festival en France, puissent être Vous programmés. pensez qu'il n'est jamais présenté en France? Ben, je ne crois pas, Ok. c'est ça. Or, il mérite très très largement. Justement. Voilà. Oui. Donc le rôle du critique, moi je trouve qu'il est vraiment là. Important, oui. Je suis d'accord. Ok. Bon, merci. Merci d'être venu à Varna. Non, mais c'est un plaisir. Et on espère qu'on se voit On se encore. reverra. On se reverra encore. On se Oui. reverra, c'est sûr. Merci bien.